L'un des outils les plus polyvalents dont nous disposons est SSH. Plus largement connu comme l'outil d'accès à distance de choix pour l'administration des hôtes distants. Il possède de nombreuses fonctionnalités pratiques supplémentaires qu'il est vraiment utile de connaître. Par exemple, nous pouvons utiliser SSH pour transférer des fichiers, monter des hôtes distants en tant que système de fichiers réseau et générer des clés. Dès les premiers jours de la pile TCP/IP, l'accès aux nœuds distants était indispensable. Cependant, les protocoles conçus pour cela Telnet pour l'accès interactif et FTP pour les transferts de fichiers manquaient d'une mesure de sécurité très basique. Le flux de données n'était pas crypté. En conséquence, les données transférées à l'aide de ces protocoles peuvent être capturées et examinées par des outils d'analyse du trafic réseau tels que TCPDump et Wireshark. Comme le nom d'utilisateur et le mot de passe ont été échangés en texte clair, il est facile pour un attaquant de les rassembler. Pour résoudre ce problème et d'autres limitations, SSH implémente le chiffrement dans ses connexions. De cette façon, à condition qu'elle utilise une configuration adéquate, un cryptage fort et des schémas d'échange de clés, nous pouvons être sûrs que notre communication ne sera pas interceptée en cours de route. L'une des caractéristiques les plus utiles et peu connues est la possibilité d'établir des tunnels et des proxys. De cette façon, nous pouvons utiliser une session SSH pour connecter d'autres services distants qui ne sont pas visibles pour nous autrement, comme se protéger par un pare-feu. Comme on le voit sur l'image, une machine cliente, lors de l'ouverture de la session SSH, demande au serveur SSH d'ouvrir des tunnels qui peuvent fonctionner dans les deux sens. Il peut également fonctionner comme proxy pour le protocole X-Windows, ce qui nous permet d'ouvrir localement des applications GUI distantes, ou comme serveur proxy compatible SOC 4 ou 5, permettant aux clients d'accéder à plusieurs destinations à partir du site distant en usurpant l'identité du serveur SSH. Encore plus impressionnant et dangereux, car il permet une expérience complète de type VPN et la possibilité de tunneliser des paquets de niveau 2 ou de niveau 3 à l'aide d'appareils TUN. Configuration du serveur. Tout d'abord, nous pouvons noter que l'autorisation de tunnel via des connexions SSH peut constituer un handicap de sécurité, car cela peut percer nos politiques de pare-feu. En tant que tel, il faut veiller à ne pas exposer les services et les autres que nous préférions garder fermés à un accès indésirable. Pour cette raison, certaines distributions Linux désactivent le tunneling et le proxy par défaut. 3.1 Option SSHD. L'activation de SSHD, le démon qui sert les sessions SSH, se fait en éditant le fichier sshd-config. Les clés de configuration appropriées sont les suivantes. Allow Stream Local Forwarding permet de transférer les sockets de domaine Unix. La valeur par défaut, lorsqu'elle est omise, est Yes. Allow TCP Forwarding autorise le transfert de ports TCP. La valeur par défaut, lorsqu'elle est omise, est autorisée. Il permet des transferts de ports TCP uniques et des proxys SOC. Disable Forwarding désactive tous les types de transferts. Remplacer, si cette option est activée, toutes les autres options de configuration associées. Gateway Port permet à d'autres hôtes d'utiliser les ports transférés à un client, tunnels inverses. Par défaut, seuls les hôtes exécutant le serveur SSH peuvent utiliser des tunnels inverses. Désactivé par défaut. Permilisten spécifie les adresses et les ports qui peuvent être liés pour autoriser la redirection de ports vers les clients. Il offre un contrôle plus fin si nous activons Gateway Port. La valeur par défaut est localhost. Permi-open spécifie l'adresse et les ports vers lesquels un transfert TCP peut pointer. Par défaut, toute destination est activée.
Permis tunnel spécifie si le transfert de périphérique de réglage est autorisé. La valeur par défaut est no. X11 forwarding spécifie si le transfert X11 est autorisé. La valeur par défaut est no. X11 use localhost force le transfert X11 à n'être autorisé qu'à partir de l'adresse de bouclage de l'hôte du serveur SSH. S'il est désactivé, d'autres hôtes sur le réseau du serveur SSH peuvent l'utiliser. La valeur par défaut est true. 3.2 Autres configurations. D'autres configurations sur l'hôte peuvent affecter la capacité du SSH à transférer et à transmettre par proxy. AppArmor et SELinux peuvent inhiber certaines de ces options. En outre, certaines configurations de pare-feu hôte peuvent limiter la possibilité de se connecter à et depuis des services externes. Bien sûr, les pare-feux intermédiaires doivent autoriser le trafic SSH, généralement sur le port TCP/22. Mais nous pouvons utiliser d'autres ports en modifiant la valeur par défaut sur le fichier sshd-config. Tunnel TCP direct. Un port unique. Un tunnel TCP direct ou direct est celui qui suit la direction de la connexion SSH du client au serveur SSH. Pour créer un tunnel TCP direct vers l'avant, nous devons utiliser l'option L sur la ligne de commande. SSH est le bind-bas adresse port, host, hostport et usé @remote-bas ssh-bas serveur. Le bind-bas adresse attribue une interface locale client pour écouter les connexions. Si nous l'omettons, SSH se lie uniquement sur les interfaces de bouclage. Nous pouvons également utiliser 0.0.0.0 ou pour lier sur toutes les interfaces. Donc, si nous émettons la commande suivante, SSH L0.0.0.0 8022 10.1.4.100 22 usé @10.1.4.20. Nous aurions une connexion SSH ouverte à l'hôte sur l'adresse IP 10.1.4.21 tunnel, écoutant sur le port client 8022, pointant vers l'adresse SSH sur l'hôte 10.1.4.100. De cette façon, si une connexion entre dans le port client 8022, elle sera transférée à l'hôte et au port de destination, en utilisant l'adresse IP du serveur SSH, ressemblant exactement à un réseau local normal entre eux. De même, pour transférer des sockets locaux, un peu moins habituels, nous pouvons utiliser SSH, local-socket, host, hostport et user @remote-bas ssh-bas serveur. Ou nous pouvons utiliser SSH, local-socket, remote-bas socket et user @remote-bas ssh-bas serveur. Dynamique ou multiport. Un cas particulier des tunnels TCP directs est la capacité proxy SOC. À l'aide de ces options, le client SSH écoute sur un port de liaison spécifié et agit comme un serveur proxy SOC 4 ou 5. Toutes les connexions utilisant le protocole SOC au port de liaison seront transmises au serveur SSH en utilisant sa propre adresse IP. Pour ce faire, nous utiliserions SSH D bind-bas adresse port et user @remote-bas ssh-bas serveur. Notez que nous n'avons même pas besoin de spécifier l'hôte et le port de destination pour le transfert dans ce cas. Toutes les connexions entrant conformes SOC sur le port spécifié passeront par le tunnel. Pour l'utiliser, nous devons, bien sûr, configurer l'application qui utilisera le tunnel pour utiliser un serveur proxy sur l'adresse liée et le port spécifié sur la ligne de commande. Par exemple, après l'émission SSH des 8080 usé @10.1.4.100.
Nous pouvons configurer un navigateur sur l'autre client pour utiliser notre serveur proxy SOC sur 127.0.0.1, port 8080. De cette façon, nous pouvons naviguer sur le web comme si nous utilisions un navigateur installé sur le serveur SSH situé à 10.1.4.100. Et que se passe-t-il si l'application cliente ne prend pas en charge le proxy SOC? Nous pouvons utiliser des solutions telles que ProxyShare ou TSOC qui interceptent les appels système socket et forcent les connexions à circuler via un proxy SOC.